Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo FAQ. Je vous ai posté il y a quelques jours, quelques semaines peut-être même, sur Instagram en story une boîte à questions. Et donc, c'est une vidéo que je repousse depuis un moment parce que j'ai pas le temps de me poser pour la faire. Et donc, je me suis dit plutôt que de la repousser encore, eh bien, je vais t'embarquer dans une journée avec moi et je vais en profiter pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Comme tu peux le voir, il y a Mimi derrière et il y a également le petit juste ici sur le canapé. Donc c'est parti, je t'embarque dans une journée avec moi pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, première question qui m'a été posée, c'est comment est-ce que tu t'organises avec 2 enfants en bas âge à la maison? Eh bien, comme tu peux le voir aujourd'hui, c'est une journée full enfant. Hop, le deuxième qui est ici, parce que l'école de Mimi est fermée aujourd'hui, et donc j'ai les 2 à la maison. On est jeudi, donc j'ai les 2 à la maison pendant 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il va falloir s'organiser pour réussir à caler quelques sessions de boulot également entre-temps. Mais comment est-ce que je m'organise globalement? J'essaye de faire au mieux. Ça, je pense, c'est la première chose à dire. Depuis que je suis devenue maman, alors moi, je suis très fan d'organisation, productivité, etc. Mais depuis que je suis devenue maman, je dois bien avouer que c'est le chaos total dans mon quotidien. Bien sûr, j'essaye de m'organiser un petit peu, mais en fait, depuis l'arrivée de Gianni, le petit dernier, c'est vraiment un gros chaos d'avoir 2 bébés, 2 enfants en bas âge à la maison. Et donc, j'ai décidé de me lâcher un peu la grappe de tout simplement accepter, lâcher prise et faire un petit peu... pas au feeling, mais je planifie un petit peu mes journées. Mais en gros, je m'adapte énormément en fonction des temps de sieste de monsieur, principalement, puisque lui est à la maison avec moi toute la journée. Mimi, elle va à l'école de 7h30, 8h, en fonction de quand est-ce qu'elle est prête, à généralement 17h. En ce moment, j'allais jusqu'à 17h pour avoir justement un petit peu plus de flexibilité et de temps pour jongler entre les besoins de monsieur Gianni, qui a 5 mois depuis hier, et également les nécessités à faire pour le boulot, pour l'entreprise. Donc, comment est-ce que je m'organise? Une journée, je t'avais fait une vidéo il y a quelques mois maintenant, j'avais pas encore accouché du deuxième, donc peut-être que ça vaudrait le coup que j'en fasse une nouvelle sur justement 24 heures dans la vie d'une OBM, où je te montrais un petit peu comment je m'organisais. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais enceinte, j'avais pas encore accouché, je n'avais que Mila. Mais globalement, comment ça se passe? Le matin, bien sûr, je suis 100% dédiée à ces 2 petits bouts. Je les réveille, je donne le petit déjeuner. Ensuite, on prépare Mila et on l'amène à l'école. Je l'amène à pied et j'en profite pour embarquer le petit. Ensuite, généralement, le petit, il mange. Je le couche et contrairement à Mila, il faut avouer quand même que Gianni il fait des siestes plutôt longue. Généralement, il dort une bonne heure, 1h30. Et donc, dès la première sieste du matin, j'en profite pour faire du deep work. En fait, dès qu'il dort, j'en profite vraiment pour avancer sur mes tâches. Et ma journée, finalement, elle est rythmée par les siestes de Gianni, tout simplement. Voilà. Avec des enfants en bas âge, je pense que on peut difficilement faire mieux. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, j'ai des groupes de tâches que je veux faire. Donc, je fais tout simplement du time blocking. Et en fait, je ne prévois pas de les faire à telle heure ou à telle heure. Simplement, en fait, je les fais dès que monsieur dort. Voilà, tout simplement, c'est ça mon organisation au quotidien. Et d'ailleurs, je t'embarquerai. Je pense que je vais te refaire une vidéo 24 heures dans ma vie d'OBM avec les 2 pour que tu te rendes compte. Et je vais également, ce que j'aimerais bien te proposer sur cette chaîne, c'est t'embarquer avec moi dans les coulisses un petit peu de mes journées et te montrer concrètement qu'est-ce que je fais quand je suis en session des deep work. Monsieur est en train de roucouler. Voilà, donc l'organisation avec 2 bébés en bas âge, c'est vrai que c'est pas facile. Vraiment, je vais être honnête, c'est vraiment pas facile au quotidien. J'avais idéalisé, entre guillemets, un petit peu la situation et je dois avouer que c'est beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. Mais pour autant, ça se fait, c'est pas impossible. C'est simplement, en fait, que pour un profil comme moi qui a l'habitude de tout organiser, de tout planifier, d'avoir quand même le contrôle sur mon emploi du temps, sur ce que je vais pouvoir faire dans ma journée, c'est ce qui est le plus difficile. C'est ce que je ressens le plus difficile aujourd'hui, c'est que j'ai plus le contrôle sur mes journées et je dois systématiquement, constamment
vraiment m'adapter en fonction de leur rythme, de leurs besoins à eux. Et finalement, le boulot, etc., vient se caler autour de leurs besoins à eux. Donc voilà, pour te donner un petit peu un ordre d'idée de comment fonctionnent mes journées, mais je te ferai une vidéo 24 heures dans ma journée pour y répondre un petit peu plus en détail. Deuxième question qui m'a été posée, est-ce que c'est difficile d'entreprendre en couple? Très bonne question, je vais en profiter pour me maquiller en même temps parce que ensuite on va aller jouer avec Mila à la salle de jeu de l'immeuble. Donc je vais me maquiller en même temps que je réponds à cette question. Alors, est-ce que c'est difficile d'entreprendre en couple? Non, je dirais. C'est même un gros kiff, je trouve, parce qu'en fait, le but d'un couple, c'est quand même de partager un certain nombre de choses dans sa vie, centres d'intérêt, etc. Et c'est vrai que nous, en fait, dans le cheminement avec Sam, on a découvert le business en ligne un petit peu en même temps, et ça a été un petit peu la révélation pour nous. Et ce cheminement, en fait, s'est fait en fait au sein de notre couple, et on s'est dit tout de suite que ça allait être chouette en fait de pouvoir dans notre vision de vie globale pouvoir entreprendre, avoir un business en fait qui vienne servir tout simplement les objectifs qu'on s'est fixés en fait dans notre vie. Donc pour ça je trouve que c'est hyper cool. Après c'est vrai que au quotidien on va pas se mentir, les difficultés en fait que tu peux avoir dans le business, elles se calquent un petit peu, du coup elle déteigne un petit peu sur ta vie aussi perso, bien sûr, puisque en plus, c'est vrai qu'on a tout souvent tendance, en fait, quand on a un business en ligne comme ça, qu'on est hyper libre de travailler d'où on veut, souvent, on travaille beaucoup de la maison, de notre lieu d'habitation. Nous, en tout cas, depuis qu'on s'est lancé avec Sam, on a toujours travaillé de la maison. On n'aime pas trop travailler dans les cafés, etc. Ça nous arrive de temps en temps quand on voyage, par exemple, mais c'est vrai que la majorité du temps, on travaille quand même de la maison. Donc c'est vrai que là, en plus, avec 2 enfants, dont des enfants qui sont à la maison avec nous, c'est vrai que ça crée quand même des tensions, parce que des tensions, façon de parler. Je veux dire, ça crée plus de friction dans le sens où y a du bruit à la maison. Donc parfois, tu vois, quand on est en réunion, quand lui ou moi on est en réunion, c'est un peu dérangeant d'avoir le petit bout qui se met à crier ou alors qui a faim et du coup qui se met à pleurer, etc. On s'est habitué, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut préciser quand tu travailles en couple, c'est que y a très peu de frontières entre ta vie pro et ta vie perso, ce qui fait que en fait, même quand il va y avoir une galère, une difficulté dans le business, en fait, ça va forcément impacter également ta vie perso. En fait, ce qui est très difficile, c'est c'est un gros travail qu'on fait, c'est de dissocier l'état émotionnel quand ça va pas dans le business et d'essayer de pas le retransposer en fait dans la vie perso et de se dire que c'est un switch. Là, on est sur un temps boulot, mais dès que le temps boulot il est fini, boum, c'est bon. Les émotions négatives, on les arrête et on les transpose. Du coup, on switch en mode perso. Ça, c'est très difficile à faire parce que en fait, nous, notre business, c'est notre vie en fait. Notre business nous sert en fait à atteindre nos objectifs de vie et donc parfois c'est difficile. Je trouve que Sam y arrive un peu mieux que moi. Faire la distinction, là, voilà, c'était un problème business, ça impacte pas, entre guillemets, le perso. Moi, j'ai un peu plus de mal quand ça va pas dans le business, quand je suis stressée, quand c'est des périodes un peu de rush, de stress, etc. J'ai un petit peu plus de mal que lui à switcher et à me dire... là, voilà, faut pas que ça impacte le perso. Par exemple, quand on se chiffonne un petit peu sur des questions business, j'ai un peu plus de mal, tu vois, à switcher, à me dire en 3 secondes, allez, là, on passe du côté perso, y a plus rien et on n'est plus fâché, quoi. Moi, l'état émotionnel, il reste un petit peu plus longtemps. Et donc, je dirais, c'est quand même, c'est ça la plus grosse difficulté, en fait, de travailler en couple. Mais elle est, je dirais, cette difficulté-là, elle est atténuée par le fait que je trouve ça hyper cool de travailler tous les deux sur un business qui est au service de la vie qu'on veut, de nos objectifs de vie. Ça, je trouve ça hyper cool. Et d'autant plus, en plus, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, on a lancé, notre business OBM Elite et notre accompagnement OBM Squad pendant que j'étais enceinte de Mila, que j'ai vécu cette grossesse en même temps qu'on lançait, en fait, ce programme d'accompagnement. Mine de rien, en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, jamais, ça aurait pu être un projet
qu'on aurait mené seul, ni moi toute seule, ni lui tout seul, parce que en fait, la période de lancement d'une activité comme ça, là, d'un programme, c'est hyper énergivore, ça demande toute son attention, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté chacun de développer nos activités de chacun de notre côté, et qu'on a décidé d'unir nos forces sur ce programme et sur OBM Elite. Et en fait, ça a été également une chance énorme, parce qu'en fait, le fait de travailler tous les deux sur ce projet, ça m'a permis, moi, quand Mila est née, quand j'ai accouché, d'avoir plus de temps libre en fait pour pouvoir accueillir cet enfant, m'occuper de lui, etc. Et également du coup depuis que Gianni, donc le petit dernier, est né, ça m'a également permis de réorganiser tout le business. Bien sûr que depuis que Gianni est né, le business a pris beaucoup plus d'ampleur. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Mais ça m'a permis en fait d'organiser le business, d'organiser les équipes pour faire en sorte que moi j'ai plus de temps du coup pour m'occuper de Gianni, puisque un nouveau-né ça demande énormément de temps, et moi dans mes objectifs de vie c'est quelque chose que j'ai envie d'être présente pour mes enfants, j'ai pas forcément envie de les faire garder tout le temps. Mila va à l'école aujourd'hui quasiment toute la journée, mais je veux sur ces périodes un peu cruciales des premiers mois de vie, je veux être hyper présente pour mes enfants, je veux pouvoir m'occuper d'eux, mais à la fois en fait j'ai pas envie de m'arrêter de travailler. Donc en fait je voulais avoir le choix de me dire, si à un moment donné j'ai envie de travailler, je veux pouvoir le faire, mais je veux pas être contrainte de devoir le faire. Et ça en fait, on s'est organisé, que ce soit pour la naissance de Mila ou pour la naissance de Gianni, on s'est organisé de sorte que je puisse faire ça en fait. C'est-à-dire que déjà à la naissance de Mila, j'ai pas eu envie de prendre de congé mat, j'ai pas eu envie de m'arrêter, et donc j'ai fait en fonction de mes envies. Et ça c'était vraiment cool. Mais ça on a pu le faire en fait parce que en fait on est deux dans le business, et que pendant cette période-là où moi j'étais plus présente pour les enfants, Samir a pris un petit peu plus de place dans l'entreprise, il a pris un petit peu plus de responsabilité à sa charge, il a fait un petit peu plus de tâches que moi pendant cette période-là. Donc franchement, entreprendre en couple pour ça, c'est juste génial en fait. Tu t'as pas l'impression d'être seul déjà dans ton aventure, et c'est quand même plus fort, je trouve, que d'avoir un associé, d'être associé à quelqu'un. Là, t'es vraiment, t'es associé à ta moitié, t'es associé à la personne qui partage ta vie, et tout ce que vous êtes en train de construire, ça sert en fait vos objectifs de vie. Donc oui, au quotidien, c'est vrai que c'est pas toujours hyper évident à 100%, parce que quand tu t'engueules entre guillemets pour le business, ça impacte un petit peu, c'est vrai, les relations plus perso. Mais en fait, ça vient se contrebalancer avec le fait que c'est hyper cool de travailler à deux vers ses objectifs de vie. Ok, j'ai terminé de me préparer. En attendant, monsieur a fini son coaching dans la commu. On va préparer madame, et on va descendre à la salle de jeu pour l'occuper un petit peu, puisque on va rester pendant 4 jours à la maison avec elle. Ok, on se retrouve en direct de la salle de jeu avec Mimi. Une prochaine question, c'était... Qu'est-ce que je faisais avant et pourquoi on a décidé de quitter la France avec Sam? Qu'est-ce que je faisais avant de me lancer? Juste avant de me lancer, j'étais responsable d'un réseau de franchises dans la restauration. Mon rôle, en gros, c'était de faire en sorte que les franchisés du réseau fassent le maximum de chiffre d'affaires possible. Et pour ça, je m'appuyais sur mes compétences, c'est-à-dire c'était moi qui mettais en place des systèmes, des process pour faire en sorte que en fait leur restaurant soit une machine bien huilée. Et là, pour toutes celles qui connaissent le métier d'online business manager, vous allez vous dire c'était un petit peu similaire déjà à l'online business manager. Exactement. En fait, ce que je faisais, c'est que dans un restaurant et particulièrement dans un restaurant qui sert de l'emporter, de la livraison, etc., c'est hyper important en fait, surtout sur des zones où vous êtes implanté sur des zones où les gens n'ont pas beaucoup de temps pour manger le midi, par exemple, parce que c'est la pause déj, etc. C'est important d'avoir un service de qualité, mais rapide. Et bien souvent, quand on augmente la rapidité, on peut baisser la qualité et vice-versa. Et donc, moi, en fait, tous les systèmes que je mettais en place, il fallait que ce soit des systèmes qui soient réplicables dans toutes les succursales, dans toutes les franchises, dans tous les points de vente qu'on avait en France. J'avais une 60aine de restaurants sous ma gestion, et j'avais également une équipe d'animateurs réseau qui faisait le tour de ces restaurants pour s'assurer que tous les process, les systèmes que j'avais mis en place fonctionnent bien. Et si c'était pas le cas, ça arrivait souvent,
souvent, eh bien, faire en sorte de former les équipes déjà, reformer les équipes à tout ce que j'avais mis en place et éventuellement me faire remonter les infos pour que je puisse optimiser les systèmes qui étaient mis en place. Et dès qu'on optimisait quelque chose dans un restaurant et que ça marchait bien, dès qu'on faisait des tests dans un restaurant et que ça marchait bien, eh bien, on le répliquait ensuite à tous les autres restaurants de l'enseigne pour que tout le monde puisse bénéficier en fait des améliorations qu'on avait mis en place. Bref, en gros, avant de me lancer, j'étais finalement déjà un peu business manager. J'avais pas la partie online, et bien que on cherchait aussi nos clients sur les réseaux sociaux, donc il y avait quand même une petite partie de digital. Mais en fait, j'avais à l'époque pas du tout conscience et je ne connaissais surtout pas du tout ce terme d'online business manager. Et en fait, ce qui s'est passé quand je me suis lancée, c'est que j'ai eu une longue période de doute avec un gros syndrome de l'imposteur. En fait, quand je me suis lancée, j'ai eu l'impression que je repartais complètement d'une page blanche. J'avais l'impression que j'avais pas spécialement de compétences à faire valoir sur le web. J'avais l'impression, en fait, j'ai un petit peu mis une croix sur toutes mes expériences passées et j'ai eu l'impression de devenir de nouveau totalement débutante. Et donc pendant longtemps en fait j'ai eu une période un peu de flottement où entre le syndrome de l'imposteur et finalement le fait que je savais pas trop ce que j'allais pouvoir proposer comme service aux entrepreneurs, en fait je tâtonnais, je savais pas trop quoi faire. Je m'étais intéressée à l'outil Notion pour ceux qui m'ont connue à cette époque et donc je faisais des petites vidéos tutos sur l'outil Notion, etc. Et puis de fil en aiguille en fait, comme je recevais des vidéos particulièrement sur cet outil, sur comment s'organiser, comment organiser son activité, etc. J'ai commencé à comprendre que en fait les entrepreneurs du web avaient besoin en fait de structurer et d'organiser leur activité. Et moi, je me suis rendu compte petit à petit que j'avais énormément de facilité à faire ça. Oui, forcément, vu mes expériences passées, c'était juste ma zone de génie. Et petit à petit, en fait, en me renseignant un petit peu sur Internet, un jour, je suis tombée sur une entrepreneure américaine qui parlait de son OBM. En fait, elle décrivait tous les bénéfices que ça lui apportait et en fait, elle décrivait cette personne. Et en fait, ça a été une révélation à l'époque parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Elle décrivait une personne où j'avais l'impression que elle me parlait de moi en fait. C'était moi cette personne. Et là, ça a été une révélation. Je me rappelle encore du soir où j'ai été voir ça, mais je lui ai dit mais ça y est, je sais exactement ce que je fais, ce que je suis. En fait, ça porte un nom. Je vais pouvoir vendre des services d'online business manager. C'est juste ouf. Ça a été la révélation pour moi. Tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai commencé du coup à essayer de vendre mes services. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. C'est-à-dire que en fait je savais pas me vendre, je savais pas valoriser mes compétences et donc en fait mes clients ils me percevaient uniquement que comme une exécutante et ça me déplaisait énormément parce que en fait moi j'avais managé des équipes, c'est moi qui prenais les décisions dans mon ancien job et en fait tout d'un coup le fait qu'on me dise quoi faire alors que moi je voyais plein de choses à améliorer mais que les clients avec qui je travaillais ils me laissaient pas cette place-là. En fait, pour les accompagner, ça me frustrait énormément. J'avais vraiment l'impression de pas être reconnue à ma juste valeur. Aussi, je m'étais fait complètement piéger par le modèle par défaut des freelances, c'est-à-dire que, en fait, je facturais à l'heure, mais et ça, je vais commencer un petit peu, du coup, à répondre à la prochaine question, pourquoi on a quitté la France, mais en fait, ce modèle de la facturation à l'heure, il m'enfermait parce que moi, j'avais vachement envie de développer mon chiffre d'affaires, mais à la fois, je m'étais aussi lancée, j'avais quitté mon emploi que j'adorais. Franchement, j'ai pas quitté mon emploi parce que j'aimais pas mes anciens patrons, parce que j'aimais pas ce que je faisais. Au contraire, j'adorais ce que je faisais. J'adorais accompagner mes franchisés. Mais en fait, j'avais besoin de plus de liberté géographique et financière. Je voulais en fait que tout simplement enfin pouvoir capter en fait tout ce que je créais, toute la valeur que je créais et je voulais aussi surtout pouvoir profiter un peu plus de ma vie puisqu'à l'époque en fait, on habitait en plus en région parisienne avec Samir et en fait, le métro boulot dodo, faire énormément d'heures pour pas un salaire ridicule, on gagnait bien notre vie. Mila a envie d'être dans la vidéo. Mais en fait, ça nous convenait plus en fait de devoir attendre pour pouvoir profiter de notre vie, attendre les vacances pour pouvoir voyager, etc. Ça nous convenait plus. Et donc, c'est ce qui nous a poussé en fait à nous lancer. Donc, je vous reprends. La première chose, c'est qu'on avait envie de voyager, et aussi, c'est que on n'était plus trop alignés en fait avec le modèle à la française. Je veux pas m'étaler sur le sujet, je crache pas sur le pays. C'est un pays dans lequel je suis née, qui m'a apporté beaucoup, je sais pas. En tout cas, qui m'a enfermée dans un schéma de pensée, devoir travailler plus pour gagner plus. Ces espèces de schémas un peu mythos. Rien n'est fait en fait pour valoriser la prise d'initiative, l'entrepreneuriat. Soi-disant, ils mettent en place des systèmes, la micro-entreprise, etc. Mais en gros, en fait, rien n'est fait en fait pour garder
regarder les personnes qui créent de la valeur. Et ça, en fait, très vite, en fait, ça nous a dérangés. Bref, je vais pas rentrer dans le fond, parce que je peux aller très loin sur ce sujet, mais en gros, ce qui nous dérange, voilà, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu commences à créer beaucoup de valeur et à bien gagner ta vie, en fait, la France, en fait, j'ai l'impression, fait tout pour te faire fuir, quoi. Donc, voilà, le modèle à la française, en fait, ne nous faisait plus rêver. On a d'abord commencé par s'expatrier au Portugal. Et là, en fait, depuis 2 ans, on choisit d'autres destinations. On n'a pas fini notre découverte. On a aussi envie d'explorer un peu l'Asie. Là, on a fait, du coup, on est resté au début en Europe. On a exploré un petit peu l'Amérique latine. Et l'année prochaine, l'objectif, c'est aussi d'aller tester et voir un petit peu si on se sent bien en Asie pour éventuellement couper l'année entre plusieurs destinations. Nous, notre objectif, notre rêve, ce serait d'avoir 3 pieds-à-terre. Un pied-à-terre en Europe, on l'a déjà trouvé, il est au Portugal. Un pied-à-terre en Amérique latine, on explore encore où est-ce que ça nous plaît le plus. On a visité plusieurs destinations. Récemment, on était à Miami aussi, ça nous a bien plu. Mais c'est vrai que il y a pas mal de choses aussi qui sont dérangeants. La vie est extrêmement chère et ça, c'est une chose, même si on gagne confortablement notre vie aujourd'hui, j'aime pas payer les choses chères juste pour les payer chères. Et à Miami, c'est un peu ce qui se passe, donc ça nous dérange un petit peu. Et voilà, on explore, l'année prochaine, on voudrait explorer la partie Asie. La partie Asie pour voir également si on s'y sentirait bien. Qui est difficile un petit peu, c'est que en fait, quand tu as vécu toute ta vie en France, ta culture en fait elle est à la française, et quand tu t'expatries dans d'autres continents comme ça, c'est une autre culture, c'est une autre façon de vivre, et ça parfois c'est un peu difficile. Voilà, là par exemple on est en Amérique latine depuis 1 an parce que j'ai passé ma grossesse là-bas et j'ai accouché là-bas, et je sais pas encore si je m'habitue. La culture elle est un peu à l'européenne, mais il y a certaines choses en fait pour lesquelles je me suis pas encore habituée. Donc voilà, après c'est un petit point un peu expat où c'est important en fait de passer de longues périodes avant de décider où est-ce que tu poses tes valises. Ça n'a pas été posé comme question, mais j'en profite aussi pour vous le dire. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont envie de s'expatrier, moi le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est déjà d'aller dans la destination qui vous fait envie sur une longue période. 1 mois minimum, vraiment grand minimum, voire 2 mois si vous le pouvez. Pour pouvoir vous imprégner en fait de la vie locale, un petit peu de la culture, des coutumes, pour vraiment vous projeter. Parce qu'en fait, quand on y va en vacances sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas assez. On a un petit peu au début l'excitation de la nouveauté, et après, une fois que cette excitation de la nouveauté elle passe, c'est là qu'on se rend compte en fait des plus et surtout des moins de la vie locale, et c'est là vraiment qu'on se rend compte en fait, est-ce que ces moins on est prêt à les vivre au quotidien, parce qu'en fait il n'y a pas de destination idéale pour son expatriation. L'idéal c'est l'objectif c'est de dresser une liste, un petit peu comme quand on achète un appartement ou une maison. Tu dresses une liste de ce que tu voudrais et de ce qui est le top 3 de ce qui est vraiment très important pour toi, et de ce qui serait du plus mais n'est pas forcément essentiel. Une chose que moi j'apprécie énormément depuis qu'on est expatrié, d'abord au Portugal et même ici en Amérique latine, c'est le sentiment de sécurité. Franchement, en France, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lucides et qui le ressentent au quotidien. On se sent plus safe. Enfin, moi, je suis retournée à Paris plusieurs fois. Alors oui, c'est des grandes villes, etc. Mais franchement, t'as la main sur ton sac, t'es pas à l'aise à prendre le métro, dans la rue, t'as souvent des situations, surtout si tu te balades seule quand t'es une femme, où il y a des choses où tu te sens un peu agressée, etc. Et franchement, au Portugal, j'ai jamais ressenti j'ai jamais eu ce sentiment d'insécurité. Je laissais mon téléphone en terrasse, franchement libre. J'avais pas peur de me le faire arracher. J'ai jamais mis ma main sur mon sac. J'ai jamais eu une situation où je me baladais même avec Sam, il me le disait, où tu vois, lui, il pouvait être un petit peu sur ses gardes. Parce que il avait envie de me protéger. Et depuis qu'on est expatrié en Amérique latine, il y a beaucoup d'a priori là-dessus, où c'est pas safe, c'est des pays qui sont pas safe, etc. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi safe. Les gens ne sont pas tordus ici, en fait. Les gens ne vont pas vous attaquer pour rien, en fait, ou même vous s'approcher de vous. Je sais pas, en France, ça m'est arrivé tellement de fois, des hommes qui s'approchent de toi comme ça, qui sont lourds, qui sont insistants, qui te suivent. Ça, où tu te dis, mais c'est quand même insupportable, quoi. Et en fait, en Amérique latine, même si les hommes sont un peu chauds, donc ils vont te siffler un petit peu dans la rue, etc., j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a suivi façon lourde. Ils te sifflent, ils passent leur route.
En France, ils te sifflent, ils insistent, ils viennent te parler, ils te suivent, t'es en train de marcher, ils continuent à te suivre, c'est hyper insupportable. Et franchement, ici, je n'ai jamais ressenti ça. Donc voilà. Sentiment de sécurité aussi, voilà, c'est tellement dégradé en France et c'est beaucoup trop important. Ça fait partie de mes top 3 critères pour une expatriation. Donc voilà. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas une blague, je vous emmène vraiment dans les coulisses de ma vie. Donc là, on est à la salle de jeu. Mila, elle a envie elle a envie de profiter de moi. Donc voilà, elle est sur mes genoux, je vais continuer à répondre. Donc c'est ce que je disais, c'est pour ça en fait qu'on s'est lancé, pour avoir franchement plus de liberté. Plus de liberté pour faire ce qu'on veut, voyager quand on en a envie, etc., etc. Et donc à ce moment-là, en fait, comme je facturais à l'heure, j'étais extrêmement frustrée. C'était soit je travaillais beaucoup pour pouvoir facturer des heures, facturer mes clients en fait, soit je profitais des belles plages du Portugal. On venait de déménager au Portugal et en fait j'étais extrêmement frustrée de pas pouvoir faire les deux en fait. Et je voyais bien en fait que ce schéma en fait de facturation à l'heure, ça allait me limiter. Parce que j'allais toujours être dans ce dilemme, est-ce que je travaille beaucoup pour développer mon chiffre d'affaires ou est-ce que je profite de ma vie? Et ça, c'était pas possible, c'était pas pour ça que je m'étais lancée. Et donc, en fait, j'ai rapidement compris que ça allait être un frein à mon développement. Et donc, j'ai commencé après à chercher, bien sûr, des solutions. Troisième élément aussi, la grosse erreur que j'avais faite, c'est que comme je m'étais lancée à faire au début des vidéos tutos sur Notion, etc., en fait, j'avais calqué un petit peu les stratégies pour développer ces réseaux sociaux qu'on apprend aux créateurs de contenu et globalement aux personnes qui vendent des produits. Et en fait, quand j'ai lancé mes services d'online business manager, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de répliquer en fait toutes ces stratégies pour trouver des clients. Et en fait, ça fonctionnait pas du tout. Ça fonctionnait pas du tout, ça attirait pas du tout les bons clients. Surtout que l'audience que je m'étais créée n'était pas en fait l'audience cible pour des services d'online business manager. Et donc en fait pendant plusieurs mois j'ai galéré en fait à développer cette activité. Je travaillais de façon un peu ponctuelle. J'avais quelques clients réguliers, mais je travaillais majoritairement de façon ponctuelle avec des clients en fait qui n'étaient pas au stade de développement pour ensuite collaborer avec une OBM. Et donc en fait, je m'épuisais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'essayais toutes les stratégies, vu que ça fonctionnait pas, j'essayais. Je me disais en fait, il faut juste poster plus, faut être plus présente, etc. Et en fait, je suis tombée dans l'enfer des réseaux sociaux, c'est-à-dire toujours plus pour aucun résultat. Et à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol et j'ai décidé de demander de l'aide. Moi, il faut savoir, j'ai un caractère hyper têtu. Et donc, pendant tout ce temps, en fait, nous, Sam et moi, en fait, on développait nos activités chacun de notre côté. On avait chacun nos activités. Et en fait, j'en ai eu tellement ras-le-bol à un moment donné. C'est-à-dire qu'en plus, je générais quelques revenus par la vente de mes formations et de mes templates sur Notion, mais c'était pas à hauteur en fait de mes ambitions. Et j'avais vraiment en fait envie de travailler main dans la main avec des entrepreneurs, donc de développer mon activité d'online business manager. Mais par contre, je voulais pas travailler pour 1 500 € par mois, quoi. C'était hors de question. Et en fait, en voyant voilà que je m'épuisais, etc., j'ai commencé à perdre goût en fait à ce pourquoi je m'étais lancée, c'est-à-dire plus de liberté, etc. Et je me rappelle un jour, j'en ai vraiment eu ras-le-bol. J'ai dit à Sam, j'en ai marre. Stop, on arrête, ça me saoule. Je vais rentrer en France, je vais reprendre un job parce que franchement, faire tous ces efforts-là pour à peine couvrir mon ancien salaire, ça sert à rien, quoi. On a déménagé dans un cadre paradisiaque et en fait, vu que j'avais envie de développer mon chiffre d'affaires, je travaillais beaucoup et en fait, j'avais une longue période où en fait, je me suis enfermée à la maison pour travailler beaucoup. Et ça m'a saoulée à un moment donné. Et j'ai dit à Sam, stop, on rentre en France, je retrouve un job. Et là, il m'a dit non, on va pas rentrer en France, on va pas tout remettre en question. Moi, je t'observe depuis plusieurs mois et je vois exactement ce qui fonctionne pas. Et en fait, voilà, il m'a dit viens, on se pose, on revoit ensemble le modèle sur lequel tu es en train de bâtir ton activité. Et en fait, il m'a fait prendre conscience de toutes les bêtises que je faisais, de toutes les erreurs en fait et du coup pourquoi en fait tout ce qui me dérangeait à quoi c'était dû en fait. Et du coup on a bâti ensemble petit à petit en fait le nouveau modèle d'ailleurs qu'on enseigne à nos membres dans OBM Squad pour pas reproduire les erreurs que moi j'ai faites. Et en fait, à partir du moment où on a bâti ce nouveau modèle, après quelques jours de brainstorming, j'ai été chercher de nouveaux clients avec les stratégies qu'il m'a enseignées. Et en fait, ça a été radical. J'ai commencé à changer de posture avec certains
de mes clients existants et surtout j'ai été en chercher des nouveaux en adoptant la bonne posture. Et en fait, je suis passée d'une rémunération à 2000 € environ, les meilleurs mois où je facturais avec cette partie du coup d'Online Business Manager, à plus de 15 000 € par mois avec 3 clients de façon régulière et quelques projets ponctuels. Donc là, ça a été radical. Moi, j'y croyais pas. Ça a été tellement vite, en l'espace de à peu près 4 mois, ça a été ce changement. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, en fait, vu que je documentais beaucoup mon parcours sur Instagram, j'ai commencé à recevoir beaucoup de questions de personnes qui étaient un peu OBM sans le savoir, comme moi, qui connaissaient pas forcément ce terme, mais en fait, qui étaient déjà business manager, online business manager pour leurs clients. Et en fait, qui ont commencé à me dire, mais comment t'as fait pour arrêter d'être perçu comme une exécutante? Comment t'as fait pour arrêter de facturer à l'heure? Bref, je recevais énormément de questions, en fait. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, mais en fait, ce que j'ai réussi à faire, peut-être que, en fait, je voyais que d'autres avaient envie de le faire. Et en parallèle, en fait, avec Sam, vu qu'on accompagnait aussi quelques entrepreneurs avec des business bien développés à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, on les accompagnait. En fait, à partir du moment où on arrêtait de travailler avec eux, puisque nous, c'était des projets du coup ponctuels. Et à partir du moment où moi, je suis terminée, donc j'installais toute la machine opérationnelle, ils me disaient, ah, c'est génial ce que tu m'as installé, en fait, Céline, mais j'ai pas envie de le gérer moi-même en fait au quotidien. Moi, j'ai pas le temps en fait. Moi, il faut que je sois sur le devant de la scène, il faut que j'aille développer mon entreprise. Et en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse tourner cette machine opérationnelle pour moi. Et en gros, là, ça finissait toujours de la même façon. C'est Céline, viens, bosse avec moi quoi. Et moi, j'avais déjà mes 3 clients réguliers, donc en fait, j'avais pas du tout envie de prendre plus de clients parce qu'en fait, en tant qu'online business manager, pour accompagner correctement et pouvoir s'impliquer dans le business d'un client, passer 3 à 4 clients en fonction du champ qu'on prend en charge chez eux, c'est difficile. En fait, après, tu peux plus t'investir réellement. Donc, en fait, je ne pouvais pas. Mais par contre, en fait, à force d'avoir ce type de retour, avec Sam, on s'est dit, non mais attends, c'est juste ouf. D'un côté, il y a des OBM en devenir qui ont envie de développer leur activité. D'un autre côté, il y a plein d'entrepreneurs qui recherchent cruellement des personnes en fait réellement compétentes pour les accompagner. Et là, ça a fait tilt et on s'est dit, non mais là stop, on arrête de développer chacun nos activités de notre côté, on va mutualiser nos compétences. On va mutualiser nos compétences et on va voilà, lancer en fait un programme d'accompagnement pour en fait apprendre le modèle, la méthodologie que moi j'ai bâti pour accompagner mes clients. On va le transmettre aux OBM qui veulent se lancer et développer leur activité. Et en parallèle, on va les connecter avec notre réseau d'entrepreneurs qui cherchent des personnes qui ont les épaules en fait pour les accompagner. Et donc c'est là en fait que la transition s'est faite et qu'on a lancé OBM Elite, comme je te le disais tout à l'heure, pendant que j'étais enceinte de Mila. Et là en fait après ça a été très vite parce qu'en fait c'est un énorme besoin sur le marché aujourd'hui. Les entrepreneurs, ils recherchent cruellement des bras droits, des réels bras droits, pas juste des assistants plus comme on le dit souvent. Et donc, en fait, ça a été très vite pour nous. Franchement, la première année, on a un peu temporisé le temps de bien bâtir le programme, voilà, de tester, d'affiner, de vraiment construire le programme. Et là, la deuxième année, là, on est dans la deuxième année, ça a été, voilà, ça a été le scale un peu rapide, d'autant que j'étais enceinte du coup de Gianni, donc 2 enfants, 2 années de scale et voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On accompagne des online business managers à lancer et développer leur activité. Ça marche très bien. On a plus de 300 clients accompagnés et voilà. Je vais en profiter pour répondre de nouveau peut-être à 1 ou 2 questions que j'ai reçues et ensuite vraiment, je vais en profiter pour avancer sur les tâches que j'ai à faire et surtout qu'on n'a pas encore mangé avec Sam. On va aussi en profiter pour manger. Donc je pense que là, ça m'arrive aussi. Je vais aller manger directement devant l'écran, c'est-à-dire en bossant, en avançant sur les tâches. Là, Samir, peut-être que vous allez l'entendre en arrière-plan, il est en train d'enregistrer un retour personnalisé pour l'une de nos clientes qui nous a soumis l'une de ses problématiques, l'un de ses appels, et elle nous a demandé un feedback sur voilà, la façon dont elle aborde les choses et qu'on puisse lui dire là où ça pêche, là où elle a bien amené la chose, là où elle a bien présenté ses offres, etc. Ça, c'est vrai que on en parle rarement avec Samir, mais dans OBM Squad, dans notre programme d'accompagnement, bien que ce soit un programme de groupe, on propose à nos membres qui acceptent de nous partager leurs travaux, de leur faire un feedback personnalisé. Donc on leur enregistre un Loom et
et on réécoute ensemble ce qu'elles ont pu dire, etc. Et on leur donne un retour personnalisé sur leurs travaux. Donc ça les aide énormément. La seule chose qu'on demande en contrepartie, puisque nous, on est hyper vigilant à bâtir une communauté, à ce que tout le monde soit dans l'entraide, la seule chose, c'est qu'on demande que l'enregistrement, donc les retours personnalisés, soient publié dans la communauté pour que ça puisse bénéficier aussi aux autres. Voilà, pour recevoir un feedback personnalisé de Samir ou de moi, eh bien, il faut accepter de partager du coup ces retours avec les autres membres de la communauté, et ça fait des résultats de dingue en fait. On se rend compte que les personnes qui nous partagent, nous demandent du feedback, derrière il y a un petit peu comme une énergie qui se passe à la suite. En fait, quand les gens nous partagent ce type de travaux et qu'on leur fait un retour personnalisé, derrière, généralement, pour les personnes qui sont bloquées et qui n'ont pas encore signé leur premier client, boum, elles décrochent leur premier client par la suite. Parce qu'en fait, elles ont des retours immédiats sur la façon en fait dont elles se comportent avec leurs prospects, avec leurs clients. On leur fait un retour immédiat avec tous les axes d'amélioration pour qu'elles puissent tout simplement optimiser les choses. Voilà, ça c'était un petit peu l'aparté. Vous allez peut-être entendre Samir parler en parallèle, et c'est parce qu'il est en train de faire ce type de feedback. Je vais peut-être en profiter du coup pour répondre aux questions que j'ai reçues. Je les ai là devant l'écran sur justement OBM Squad, les gens qu'on accompagne, etc. J'ai reçu pas mal de questions. Par exemple, je vais peut-être répondre à celle-ci en premier. Combien d'OBM est-ce qu'on a déjà formé dans le programme? C'est quoi les stats d'OBM Squad? Est-ce que vous garantissez des résultats? J'ai deux questions à peu près de ce type. On a à date déjà accompagné plus de 300 online business managers à se lancer et à développer leur activité. Notre programme d'accompagnement, il a vu le jour il y a 2 ans, donc un petit peu plus de 2 ans maintenant puisque c'était en février. Et pour donner quelques stats, à l'année dernière, eh bien, on a enregistré un taux de réussite à l'issue de l'accélérateur qui est en fait un programme dans le programme. C'est les 6 premières semaines de l'accompagnement où on est focus avec un plan d'action détaillé pour aller signer son premier client, pour aller décrocher son premier client, ou pour les personnes qui sont déjà lancées, de transformer un client existant en une réelle posture d'online business manager. Donc pendant ces 6 semaines-là, on a 6 à 7 clients sur 10 qui signent leur premier client en 6 semaines, et la grande majorité les signe à l'issue des 4 premières semaines. Ça, c'est une première stade qui est importante. Pourquoi on a mis en place cet accélérateur? Je l'explique également, parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Tout simplement parce que nous, dans OBM Squad, on vous transmet une méthodologie. Et cette méthodologie, pour pouvoir l'utiliser, en fait, il vous faut des clients. Donc pour nous, c'est essentiel que dès que vous rentriez dans le programme, vous alliez chercher vos clients le plus rapidement possible pour pouvoir justement ensuite derrière dérouler la méthodologie qu'on vous enseigne. Sinon, sans ça, tout ce qu'on vous enseigne, ça reste de la théorie, et nous, on déteste la théorie. OBM Squad, c'est un programme d'accompagnement qui est basé sur l'action, l'implémentation. Donc c'est pour ça que pendant l'accélérateur, on se focus à aller signer ou transformer un client existant. Également, autre stade qu'on a pu tirer à l'issue de cette deuxième année, c'est que en moyenne 40% de nos clients décident de rester avec nous pour une année supplémentaire. OBM Squad, c'est un programme d'accompagnement qui dure 1 an. 1 an parce qu'en fait, les changements prennent du temps. Déjà, les 6 premières semaines, on se focus à aller signer son premier client. Et nous, l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner jusqu'à ce que vous signiez au minimum 2-3 clients récurrents. Et pourquoi pas, pour ceux qui vont vite, également, on vous accompagne ensuite à aller, pourquoi pas, prendre des petits projets ponctuels. Vous le savez, la promesse du programme, c'est d'aller atteindre 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et donc, pour ça se fait largement avec 2 à 3 clients en tant qu'OBM sur le long terme. Donc voilà, nous on préfère vous accompagner sur le long terme. C'est pour ça que c'est pas un programme en 3 mois ou en 4 mois, parce qu'en fait la théorie on s'en fout. Nous on vous délivre toute la méthodologie, mais ce qui nous intéresse c'est que vous puissiez aller l'implémenter sur le terrain, nous faire vos feedbacks pour que nous on vous aide à vous améliorer. Voilà. Donc 40% de nos membres décident de signer pour une année supplémentaire à l'issue de la première année. C'est ce qui s'est passé là à l'issue de la première année, puisqu'on est dans la deuxième année. Et il y a également 10% qui décident d'upgrader vers notre mastermind OBM Elite. OBM Elite, c'est quoi? C'est notre mastermind dédié uniquement aux membres qui sont déjà passés par OBM Squad et qui ont atteint un niveau d'activité. Elles sont full clients, elles ont atteint un chiffre d'affaires généralement aux alentours des 10 000 € par mois, et elles ont bien sûr de nouvelles problématiques. Il faut un petit peu adapter leur business model pour pouvoir aller scaler entre guillemets
à aller développer encore leur activité. Donc ça, c'est réservé aux gens qui ont envie de développer encore leur activité. Et on les accompagne bien sûr à faire adapter un petit peu leur business model pour pouvoir aller chercher de nouveaux paliers de chiffre d'affaires. Ça, c'est OBM Elite. Voilà pour ces deux questions-là. J'ai également d'autres questions plus pour les OBM qui se lancent, à savoir combien gagne une OBM qui se lance. Alors c'est difficile de répondre à cette question dans le sens où c'est très aléatoire, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Il y a des personnes, on le voit d'ailleurs dans le programme, qui tout de suite, dès le départ, vont oser proposer elles vont oser proposer des prestations aux alentours de 1500, 2000 euros. Nous, c'est ce qu'on recommande avec, en tout cas, les offres que l'on vous fait mettre en place dans le programme et avec toute la méthodologie que vous délivrez derrière. Nous, on vous propose généralement en dessous de 1500 euros. Voilà, on vous dit que voilà, c'est un peu sous-évalué, mais certaines personnes voilà n'osent pas au début proposer des prestations aussi chères entre guillemets. Et donc c'est ok et ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le programme, je me rappelle, elles ont facturé leur première prestation 400 euros par mois pour vous rendre compte, et puis un an après, maintenant elles facturent des prestations à 2500, 3000 euros. C'est vraiment voilà aléatoire. Faut vraiment, nous on vous accompagne aussi pour que vous puissiez faire en fonction de ce qui est acceptable pour vous. Parfois, il vaut mieux commencer à se dire je vais facturer 400 euros et prendre mon client tout de suite pour pouvoir commencer à mettre la main dans le cambouis, dérouler la méthodologie et par la suite petit à petit augmenter, une fois que la confiance elle vient, augmenter ses tarifs plutôt que d'essayer de facturer tout de suite une prestation à 3000 euros et en fait de pas réussir à la vendre et donc de rester pendant des mois et des mois sans client. Voilà, nous, comme je vous le répète encore, c'est hyper important pour nous. On veut que vous puissiez implémenter la méthodologie. Donc, si ça veut dire signer son premier client à 400 euros ou même encore gratuitement pour se faire la main, ben c'est ok. En fait, on l'adapte vraiment en fonction de votre situation. Donc, combien gagne une OBM qui se lance? Ça va dépendre de ce que tu, est à même de facturer, de ce que tu vas oser facturer. Mais disons que nos membres, généralement on l'observe, c'est rare qu'elles facturent sous la barre des 1000 à 1500 euros pour la première offre qu'on leur propose de mettre en place. Et généralement c'est pour ça que d'ailleurs ensuite les prestations, quand vous allez prendre des clients sur le long terme, ça dépend du chiffre d'affaires du client, ça dépend du spectre en fait que vous allez prendre également chez lui. Mais en fait, la notion de combien gagne une OBM qui se démarre, elle n'est pas du tout liée au niveau d'expérience. J'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience. C'est pas du tout corrélé à ça. En fait, nous dans le programme, et d'ailleurs c'est l'erreur que je vois énormément sur les réseaux sociaux, des OBM qui se facturent un petit peu encore à l'heure ou comme une assistante virtuelle, qui va se facturer au temps qu'elle passe à faire les choses. Ça, c'est une énorme erreur. On facture pas comme ça quand on est online business manager. Quand on est OBM, on est censé apporter des résultats à ses clients. Et donc, si on apporte des résultats à ses clients, il faut être en mesure de définir et de proposer des offres qui sont corrélées à ces résultats clients. Et donc, bien sûr que si tu ne sais pas qui tu souhaites accompagner et que tu connais pas correctement ton client idéal, ça va être difficile de pricer. Mais pour te donner un ordre d'idée, voilà, nous, généralement, on commence avec une offre aux alentours de 1000-1500 euros par mois. Ensuite, on m'a demandé combien tu gagnes aujourd'hui. Ça, c'est une question que j'ai souvent parce qu'en fait, avec ça, on partage pas nos chiffres sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est à la mode de donner son chiffre d'affaires, de donner un petit peu ces indications-là, de rentrer dans tous ces détails-là. Nous, c'est quelque chose auquel on n'a pas envie. C'est pas qu'on n'a pas envie de répondre, mais on veut pas se prêter à ce jeu-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait pas sens. J'ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo bilan, il me semble, mais nous aujourd'hui, notre business model, il a évolué. On propose un programme d'accompagnement pour transmettre tout ce qu'on a nous-mêmes implémenté sur le terrain. Donc ça vous servirait à rien de savoir combien on gagne nous aujourd'hui, puisque ça ne vous donne aucun indicatif sur ce que vous pouvez gagner en vous lançant en tant qu'OBM. Donc c'est pour ça que je vous partage beaucoup mes chiffres quand moi j'étais dans votre situation, c'est-à-dire que j'accompagnais encore des clients sur le long terme en tant qu'OBM. Aujourd'hui, je suis toujours OBM, mais je suis l'OBM exclusive de mon propre business. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on ne partage pas nos chiffres. En plus, je pense que ça peut être décorrélé, mal interprété. Ça peut également attirer des personnes qui sont pas forcément avec des bonnes énergies. Et donc voilà, c'est des choses que l'on ne partage pas parce que de toute façon, je vois pas en quoi ça peut vous intéresser pour lancer votre activité d'online business manager. On m'a demandé également est-ce que ça m'arrive de douter?
Ça me fait toujours un peu sourire quand je reçois ce genre de questions parce que bien évidemment, je doute, je pense, tous les jours. Tous les jours, dès que j'ai une difficulté dans le business, dès que je suis pas au top de mon énergie, surtout en ce moment, je dors... Gianni fait toujours pas ses nuits, donc ça fait 5 mois que je me réveille très très régulièrement la nuit. Il se réveille en moyenne 3 à 4 fois. Donc en fait, avec le manque de sommeil plus l'activité qui grossit et donc son lot de problèmes en fait qui vient avec à gérer tous les jours, je doute tous les jours. Je suis toujours en train de me demander est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions, est-ce que j'ai la bonne posture avec mes équipes, est-ce que les décisions que j'ai prises étaient les bonnes. Tu vois, même après avoir pris une décision, parfois ça continue de mouliner là-dedans et je suis constamment en train de me demander est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Donc oui, en fait, je doute tous les jours, même si je le montre pas forcément sur les réseaux sociaux. Si j'ai pas l'occasion en fait de partager tous les jours sur les réseaux sociaux que je doute. Et en plus de ça, parce que je vois souvent le débat, c'est important de partager ses erreurs, ses doutes, etc. Oui, c'est important, et c'est pour ça que je le fais d'ailleurs dans cette vidéo là. Mais en fait, moi, j'aime pas consommer le contenu de personnes qui sont constamment en train de raconter leur galère, constamment en train de raconter que ça va pas, etc. Je trouve que ça met dans une mauvaise énergie. Et moi, j'apprécie pas particulièrement consommer du contenu de gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, globalement. Donc, j'aime bien le partager avec des petites pointes par-ci par-là pour montrer aussi, parce que c'est important. On se fait souvent une image des entrepreneurs qu'on suit en se disant tout est facile pour eux. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a son lot de galère, mais j'aime pas particulièrement. Enfin, je veux pas que ça vienne un axe dans ma communication. J'aime bien le partager à petite dose. Par contre, moi, j'aime pas consommer ce type de contenu et donc j'aime pas proposer du contenu que j'aime pas consommer, tout simplement. J'ai une autre question, mais tiens, celle-ci, je l'avais bien mis de côté pour y répondre parce qu'elle m'avait fait sourire. Quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire que tu formes les meilleurs OBM de France? Eh bien non, c'est pas prétentieux. Pourquoi est-ce qu'avec Samir on dit qu'on forme les meilleurs OBM de France? Et d'ailleurs de France, mais plutôt de francophonie, parce qu'on a des clients partout dans le monde. C'est pas prétentieux, c'est simplement que quand on fait quelque chose, on le fait dans l'excellence, avec une valeur d'excellence. On veut faire les choses bien et on a à cœur de former effectivement les meilleurs OBM. On ne veut pas se contenter de vous donner du contenu théorique et de se dire que nos membres ensuite partent dans la nature, ne font rien de ce qu'on leur apporte. Non, nous ce qu'on veut, c'est vraiment former de véritables bras droits. Des bras droits qui ont les épaules d'accompagner des entrepreneurs qui sont dans notre réseau, des entrepreneurs avec qui on peut échanger, mais aussi des entrepreneurs avec qui on a pu travailler par le passé, qui en fait ne veulent pas d'une assistante plus. Ils ne veulent pas... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la posture d'une online business manager, c'est pas la posture... En fait, les entrepreneurs cherchent... Je veux vraiment vous faire prendre conscience de ça. Les entrepreneurs, ils cherchent pas un énième exécutant, une énième exécutante à qui ils doivent dire quoi faire. Ils cherchent un bras droit. Un bras droit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va les secouer de temps en temps, qui va les remuer et surtout qui va les guider, leur dire « Ok, j'ai bien compris tes problématiques. Maintenant, je te propose qu'on déroule ça comme ça. On va commencer par ça. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Fais-moi confiance. On va arriver au résultat que tu m'as dit que tu souhaitais atteindre. » C'est ça un bras droit. Et donc, pour ça, oui, nous, on veut former des personnes qui vont avoir les épaules pour ça. Ça passe par adopter la bonne posture. Ça passe par avoir une bonne méthodologie pour pouvoir accompagner ses clients. Et tout ça, c'est ce qu'on vous transmet dans le programme OBM Squad. Donc non, c'est pas prétentieux de dire qu'on forme les meilleurs parce que c'est notre ambition. Et quand on fait les choses, on n'aime pas les faire à moitié. Et donc non, effectivement, aujourd'hui, on forme les meilleurs OBM de France. Je regarde un petit peu mon écran pour voir si j'avais d'autres questions. Yes, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, écoutez, j'étais ravie de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Ce que je vous propose de faire, c'est si vous avez d'autres questions que j'ai pas répondu aujourd'hui, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Je referai des boîtes à questions également sur Instagram. Donc, si tu ne suis pas encore sur Instagram, je vais te mettre quelque part là, sur l'écran le lien pour que tu puisses me retrouver sur Instagram et que tu puisses un petit peu voir. Je partage beaucoup des coulisses de ma vie, etc. Et pour toutes celles et ceux, parce qu'on a aussi des hommes dans le programme, qui souhaitent lancer, développer leur activité, qui sont intéressés par OBM Squad, si vous voulez en discuter, vous pouvez retrouver également le lien en description d'une formation gratuite pour vous donner des erreurs à ne pas faire si vous souhaitez vous lancer. Et à l'issue de cette formation, vous le verrez, il vous sera proposé, si vous le souhaitez bien sûr, de pouvoir réserver un call pour qu'on discute un petit peu plus de votre projet et pour voir si OBM Squad est bien pertinent pour pouvoir vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un format comme celui-ci.